Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Nous parlons aujourd'hui de l'Andalousie au Moyen-Âge. Retrouvez tous les épisodes du podcast sur paroledhistoire.fr, n'hésitez pas à vous abonner sur iTunes, Spotify, Deezer, etc., à partager les émissions. Merci et très bonne écoute. Mon invité aujourd'hui est Emmanuel Tixier-Duménil, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire médiévale à l'Université Paris-Nanterre et vous avez publié récemment Savoir et pouvoir en Al-Andalus au XIe siècle, publié donc au Seuil en ce printemps 2022. Alors c'est un livre que j'ai trouvé très intéressant, que j'ai trouvé difficile aussi, en tout cas quand comme moi on connaît mal l'islam médiéval, qui m'a beaucoup fait réfléchir à des questions de vocabulaire, des questions de périodisation, comment on périodise un siècle en histoire, une période historique, et on va essayer d'en aborder différents enjeux, peut-être en commençant par vous demander tout simplement, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas bien, c'est quoi ce Al-Andalus dans le titre, à quoi ça renvoie ? Alors Al-Andalus, c'est le nom que l'on donne à l'Espagne musulmane. C'est un nom qui est donné étonnamment très tôt, puisqu'on le retrouve sur une monnaie andalouse de 716, c'est-à-dire 5 ans à peine après la conquête de la péninsule ibérique par les armées islamiques en 711. Et on ne sait pas très bien d'où vient ce mot. Les géographes arabes du Xe siècle pensent qu'il vient des Vandales, ce qui est assez improbable, puisque les Vandales sont restés quelques décennies dans la péninsule ibérique, alors que les Visigoths y sont restés plusieurs siècles. On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est ainsi qu'elle est nommée, très précocement, et c'est ainsi aussi que les historiens, par ce vocable, qu'ils la désignent. En sachant que c'est la partie de la péninsule qui est à l'islam, c'est-à-dire que ça va jusqu'à Narbonne au 8e siècle, et ce n'est que le petit royaume de Grenade au 15e siècle. Et donc c'est géographique, indépendamment des différents pouvoirs qui se sont succédés dans la région ? C'est la partie de la péninsule qui est à l'islam. C'est ainsi qu'elle est nommée. Alors votre livre débute par, évidemment une introduction, mais une introduction qui pose un certain nombre de questions, et notamment qui revient sur Al-Andalus comme construction historiographique, symbolique, intellectuelle très puissante aujourd'hui encore, avec toute une série d'associations, avec l'idée de tolérance, de coexistence des religions, etc., qui a été vraiment un moteur très très puissant de questionnement depuis plusieurs siècles. Et donc vous faites toute une première partie largement historiographique, pour revenir dessus, en montrant que cette question de la tolérance andalouse, l'idée que les chrétiens, les musulmans, les juifs ont pu à un moment donné partager un même espace de manière relativement pacifique, on reviendra évidemment sur le détail, que cette idée était née à plusieurs endroits, à plusieurs moments. Et parmi les lieux très frappants, il y a notamment le monde juif des Lumières, et notamment en Allemagne, où cette question est posée. Alors comment on passe de l'Espagne musulmane médiévale à l'Allemagne du XVIIIe siècle ? Pourquoi cette question se pose là ? Alors, il y a beaucoup de choses. Je vais reprendre dans l'ordre. Al-Andalus, c'est l'une des peut-être 2 seules terres avec la Sicile qui a été perdue par l'islam, c'est-à-dire qui a été conquis à la période médiévale par le monde de l'islam avec un I majuscule, c'est-à-dire l'empire islamique. Je ne parle pas là de la religion. C'est une des rares terres qui a donc été perdue par l'islam. Et de ce fait, elle a une identité tout à fait particulière et singulière. Elle a un destin tout à fait particulier qui fait que très tôt, mais dès les 8e, 9e, 10e siècles, elle a un positionnement ambigu par rapport au cœur oriental de l'islam, qui est la Syrie, qui est l'Arabie, qui est l'Irak. Il y a très tôt la conscience qu'elle est une marge géographique et qu'en ce sens, elle est fragile. Par ailleurs, dans l'historiographie européenne, essentiellement à partir des Lumières, elle présente cette particularité d'être un morceau d'Europe qui a été à l'islam. Et en ce sens, elle permet notamment aux philosophes des Lumières de stigmatiser la monarchie espagnole catholique qui a expulsé les Juifs, qui a expulsé les musulmans et qui, à cet égard, est responsable, en tout cas cette monarchie absolue et catholique, totalement inféodée à l'Inquisition pour les philosophes des Lumières. Elle est responsable de l'arriération économique de l'Espagne qu'on constate à la fin du XVIIIe et au XIXe siècle. À tort ou à raison, c'est pas la question. Mais il y a à ce moment-là toute une réflexion sur ce qu'est le progrès, sur ce qu'est aussi la nécessité du développement économique. Et on considère que l'Espagne, par l'amour de Dieu et la volonté des conquêtes, est passée à côté d'un développement.
Et donc, on ressuscite ce passé andalou à la fin du XVIIIe siècle, qui est considéré de ce fait comme un temps de coexistence et partant de tolérance, comme une sorte d'âge d'or et une parenthèse dans l'histoire de l'Espagne qui s'est refermée avec la fin de la coexistence de plusieurs religions. Donc c'est ainsi que naît ce motif de la tolérance andalouse qui est une partie essentielle du portrait que l'on continue de se faire de l'Espagne. Il y a les orangers, il y a les palais de Grenade, il y a les ruines de l'Alhambra, il y a toutes sortes de choses, mais il y a aussi le motif de la tolérance andalouse. Et ce motif de la tolérance, il émerge, vous l'avez dit, à l'époque des Lumières, mais plus spécifiquement dans des milieux juifs allemands, que cette question travaille, en lien aussi avec leur propre questionnement sur l'émancipation, la coexistence avec un univers chrétien dominant. Là aussi, c'est vu comme un âge d'or possible ? C'est vu comme un âge d'or, et ça, c'est dans cette longue enquête qui m'a amenée à m'intéresser au XVIIIe et au XIXe siècle, en sortant donc de mon terrain de médiéviste. C'est peut-être ce qui m'a le plus étonnée, à savoir que c'est dans les milieux de la Haskala, c'est-à-dire les lumières andalouses, les lumières juives du XVIIIe siècle, et chez leurs héritiers du XIXe siècle, que naît ce motif de la tolérance andalouse, pour montrer que les Juifs y ont adopté la langue du pouvoir, c'est-à-dire l'arabe, sans toutefois renoncer à leur religion et s'y sont intégrés par la culture. Et dans les milieux juifs allemands du XIXe siècle, il faut savoir que dans les années 1860, il n'y a pas encore d'intégration politique des Juifs à l'échelle de l'espace germanique. Al-Andalus est vu comme un précédent de la participation à une société, de l'intégration à une société, notamment par la culture et par la langue, sans renier sa religion. Et donc ce sont ces Juifs qui inventent littéralement l'idée d'un paradis médiéval pour les Juifs qui serait pas simplement l'Espagne dans sa globalité, qui serait pas non plus le monde islamique dans sa globalité, mais qui serait l'Espagne islamique, c'est-à-dire Al-Andalus, avec bien sûr la figure de Maïmonide. Alors on voit bien que c'est une construction intellectuelle, au moins autant qu'un passé réel. Et cette construction intellectuelle, elle prend une autre tournure au XXe siècle, en particulier en Espagne. Il y a un débat historiographique que vous restituez assez longuement et que j'ai trouvé vraiment fascinant, qui concerne finalement l'origine et puis un peu la linéarité du passé espagnol. Qu'est-ce que l'Espagne doit à Al-Andalus ? Et là, il y a deux thèses qui s'affrontent. Elle lui doit rien, elle est catholique, ou alors elle lui doit beaucoup parce qu'il y a des permanences, il y a des choses qui sont restées. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce débat qui fait écho évidemment à d'autres débats qui ont pu avoir lieu ailleurs sur la France germanique ou gauloise ou encore autre chose, etc. Chaque nation évidemment se projette dans un passé médiéval pour poser un certain nombre de questions, mais en Espagne, ça tourne beaucoup autour d'Al-Andalus. Oui, c'est très intéressant parce que ça tourne autour de la question de nation, mais aussi autour de la question de peuple. Et ce sont parfois pas ceux que l'on attend qui sont les plus à charge contre Al-Andalus. Notamment quand on prend l'exemple de Claudio Sánchez Albornoz, qui est considéré comme un historien assez proche des annales et qui fait une histoire sur la longue durée du peuple. C'est peut-être celui qui rejette le plus fortement l'empreinte andalouse, l'empreinte islamique, l'empreinte juive et l'empreinte musulmane. Donc le débat est un petit peu compliqué. Mais effectivement, à ce moment tout à fait essentiel de la constitution des identités nationales qui est le 19e siècle, différents courants se demandent ce qu'il faut faire de ce passé islamique et de ce passé arabe, sachant que c'est pas forcément la même chose sous la plume des chroniqueurs. Faut-il l'intégrer, en être fier ? Faut-il au contraire montrer que c'est à ce moment-là que le destin de l'Espagne a divergé par rapport à celui de la France et de l'Angleterre notamment ? Faut-il au contraire en faire un moment tout à fait essentiel dans l'émergence d'une identité espagnole parce que c'est dans le combat contre l'islam que se forge la nation. Et ça, nous avons de très nombreux courants catholiques ou de courants très conservateurs qui précisément ne cherchent pas à éluder la question des oppositions au Moyen-Âge, mais au contraire, ils voient l'acte de naissance de l'Espagne. Il y a un exemple qui est assez intéressant. On découvre au milieu du 19e siècle des ruines celtiques
Tibère, des lieux tout à fait intéressants. Au même moment où en France, il y a tout un intérêt de plus en plus important autour d'Alésia. En Espagne, on considère que c'est totalement à écarter, que ça n'a aucun intérêt dans la constitution d'un roman national, puisque fondamentalement, tout ce qui est antérieur à 711 et tout ce qui est antérieur au début d'une reconquête chrétienne, finalement, c'est un passé qui n'est pas très intéressant. Je me suis demandé en vous lisant, je ne crois pas que vous l'évoquez en détail, dans quelle mesure il y avait aussi des écoles ou un peu des affiliations régionales lorsqu'on traite de cette histoire. Est-ce qu'il y a des Catalans, des Andalous, des Basques qui se sont appropriés différemment ce passé-là ? Alors oui, et à toutes les époques. Il est évident qu'aujourd'hui encore, pour la région Andalousie, le passé islamique est un argument touristique, est un argument tout à fait essentiel pour montrer ses particularités. Après, les Basques, jamais n'ont été dominés, envahis par qui que ce soit. Et donc, pas plus les Arabes que les Francs ou que les Romains ou que les Castillans. Donc, eux ont un autre rapport à ce passé-là. Mais oui, il y a toute une... Alors, il faut savoir aussi que si l'Espagne islamique al-Andalouse disparaît en 1492, ça fait déjà plusieurs siècles que cette présence de l'islam est cantonnée au petit royaume de Grenade-Malaga. Dès les années 1230, la plupart des grandes villes de l'Andalousie actuelle ont été reconquises par les chrétiens. Cordoue tombe en 1236, Séville en 1248. Donc, c'est véritablement le royaume de Grenade qui reste à la fin du Moyen-Âge sous la domination islamique. Et de ce fait, même si on considère de manière indistincte le passé islamique de l'Espagne, il y a quand même toute une partie du territoire, une très large partie du territoire qui dès le milieu du Moyen-Âge, n'est plus du tout islamique. Je me suis demandé en vous lisant, les gens qui travaillent sur Al-Andalus, il y a évidemment des Espagnols, vous citez beaucoup de collègues français, notamment beaucoup Gabriel Martinez-Gros, il y a également des collègues anglophones, sans doute aussi des historiens arabes qui s'intéressent à ce passé. À quoi ressemble ce monde ? Est-ce qu'il y a d'ailleurs un monde des, je ne sais pas comment il faut dire, al-andalusistes ou hispanistes du Moyen-Âge ? Oui, il y a un monde avec des différences de formation selon les pays. Par exemple, en Espagne, ce sont très souvent des linguistes, des spécialistes de l'arabe, plus que des historiens proprement parler, qui travaillent sur l'histoire du passé andalou. On travaille en étroite collaboration, par exemple, avec Maribel Fierro, qui est une collègue espagnole qui travaille au CSIC, qui est l'équivalent du CNRS. Mais c'est toujours pareil, et je crois que c'est assez général pour le Moyen-Âge. On est toujours sidéré par le petit nombre de spécialistes, même au niveau international. C'est-à-dire qu'à travailler sur Al-Andalus, on doit être 5-6 en France maintenant, peut-être 30, 40, Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que en France, pour la plupart, nous travaillons sur l'ensemble du monde islamique, ce qui permet aussi de faire des comparaisons avec d'autres terres, avec le Maghreb, que ce soit pour les modalités de la conquête arabe, ou que ce soit l'évolution au dernier siècle du Moyen-Âge. Il est rare, en fait, d'avoir des spécialistes à l'échelle de la péninsule, qui seraient à la fois des spécialistes de l'Espagne chrétienne et de l'Espagne islamique. Les personnes qui travaillent sur l'Espagne islamique sont généralement des spécialistes de l'empire de l'islam. On a évoqué le moment de cristallisation de l'idée de tolérance, de coexistence des religions au XVIIIe, XIXe siècle. On a évoqué les débats enflammés au XIXe, XXe siècle sur qu'est-ce que l'Espagne, qu'est-ce que la nation, qu'est-ce que le peuple doit à cette époque. Il y a eu aussi un retour de balancier plus récent, depuis 3 décennies environ, avec un certain nombre de gens qui disent « Attention, c'est un mythe, on va démystifier tout ça, il n'y a pas eu du tout cette coexistence, il y a eu des violences, des persécutions, c'était très brutal », avec une rhétorique évidemment qui renvoie au choc des civilisations. On peut penser à un auteur comme Séraphin ou Séraphine, je ne sais pas comment on dit, Fanjoul. Comment vous analysez l'émergence de ce courant ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Ils sont tout à fait représentatifs, lui en particulier, d'un courant ultra-réactionnaire espagnol. Séraphin Fanjoul, d'abord un spécialiste de langue arabe. C'est pas un historien. Il est un spécialiste de la langue arabe. Et son ouvrage qui présente Al-Andalus comme un mythe, comme une chimère, pour reprendre la traduction de ces ouvrages espagnols, et des ouvrages qui ont eu un écho tout à fait certain en France. La thèse est assez simpliste, c'est de dire que il n'y a pas eu d'empreinte islamique, juive
et musulmane sur l'espagnolité, si je puis dire, ou sur l'homme espagnol, ou sur la culture espagnole. Et d'une certaine façon, c'est pas un livre d'histoire. C'est plutôt quelque chose sur la culture, sur la littérature. C'est d'abord un littéraire où il essaye de montrer qu'il n'y a aucune influence de quelque sorte sur le Quichotte ou sur d'autres grandes œuvres. C'est pas à proprement parler un historien, mais il a un écho très net, alors essentiellement chez les polémistes. Je connais aucun historien sérieux d'Al-Andalus qui reprenne ces thèses, mais il y a cette idée permanente que la tolérance est un mythe. Alors oui, c'est ce que j'essaie de montrer dans mon livre. Il n'y a pas de tolérance au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, l'autre, un chien d'infidèle, mais pour le coup, on cohabite. En revanche, lui, il va plus loin, et c'est là où ça confine à la stupidité, c'est de dire qu'il n'y a pas eu de coexistence. Or, précisément, c'est ça l'empire de l'islam. Moi, ce qui m'a semblé intéressant de dire dans ce livre, c'est que si on se situe dans le champ de l'histoire médiévale, il y a une différence structurelle entre l'Occident latin et le monde islamique. Le monde islamique, par définition et dès le début, est un monde de la pluralité des confessions religieuses. Alors que finalement, l'Occident latin, à part des communautés juives qui sont assez peu nombreuses numériquement, c'est quelques dizaines de milliers d'individus dans les villes les plus importantes, eh bien, il y a cette expérience de l'altérité religieuse essentiellement avec la survenue du protestantisme. Alors, on a bien essayé de tuer tous les protestants, mais ça fonctionne pas avec la Saint-Barthélemy. Et donc, on théorise ensuite la tolérance en disant que il faut coexister politiquement et dans le cadre de la paix du roi avec d'autres religions, et qu'on peut être de ce fait un mauvais sujet religieux, mais un bon sujet politique. Donc, la tolérance, effectivement, n'existe pas à l'époque médiévale. Mais de dire qu'il n'y a pas de coexistence, c'est absolument aberrant. Alors quand on voit notamment dans les manuels scolaires actuels, pour la classe de 5e, que le ciment des conquêtes arabes au 7e et 8e siècle, c'est la religion musulmane, que c'est la foi qui pousse ces cavaliers à prendre possession, à faire tomber l'empire perse sassanide, à prendre possession d'une grande partie de l'empire byzantin, c'est complètement stupide puisque, en gros, les chrétiens sont majoritaires dans l'empire pratiquement jusqu'au XIe siècle. Ce ne sont pas des guerres de conversion. Donc, de ce fait, il y a structurellement une coexistence et il faut pragmatiquement gérer ces sociétés multiconfessionnelles, notamment dans le seul domaine qui intéresse véritablement l'État, c'est-à-dire l'impôt. Donc, imaginer qu'il ne puisse pas y avoir de coexistence, c'est une bêtise que contredisent évidemment toutes les sources médiévales. Alors c'est très intéressant de partir de cette idée de pragmatisme, de dire ça fonctionnait comme ça, parce qu'il m'a semblé en vous lisant que on avait parfois du mal à discerner comment ça fonctionnait, parce que beaucoup des sources que vous citez ne sont pas des sources de la pratique, ne sont pas des sources, on va dire, ordinaires, un bail qui serait passé entre un chrétien et un musulman. C'est beaucoup des discours très construits qu'il faut arriver à décrypter, et puis en les grattant beaucoup, on arrive parfois à déceler un petit noyau d'informations factuelles. Donc est-ce qu'il n'y a pas là un peu un décalage entre ce qu'on aimerait pouvoir dire de cette société et de comment les gens s'organisent pour gérer leur coexistence, et puis des discours qui lissent ou qui déforment un petit peu ces réalités? Alors tout à fait, mais c'est le problème essentiel des sources médiévales. Alors d'abord, on a plusieurs siècles d'une histoire qui se déroule sur le long cours, entre le 8e et le 15e siècle. Donc il n'y a pas du tout la même masse documentaire entre le 8e siècle où on a pratiquement rien, sachant que c'est aussi le cas côté chrétien. On a la chronique mozarabe de 754, mais en fait, on a très très peu de choses. Ce serait bien difficile de refaire l'histoire, par exemple, précise des modalités de la conquête de l'Hispania visigothique en 711, d'après exclusivement les sources. On aurait beaucoup de mal. Et puis, il y a une grande différence avec une période postérieure où on a des ouvrages d'une très grande ampleur, comme par exemple l'histoire qu'écrit Ibn al-Khatib, vizir grenadin du XIVe siècle, ou le grand Ibn Khaldoun, que tout le monde connaît et qui écrit un livre des exemples avec une introduction qui est aussi une théorie de l'histoire, l'exposé d'une théorie de l'histoire. Donc, mais en règle générale, effectivement, indépendamment de l'inégalité documentaire de ces périodes, on n'a pas, par exemple, les inventaires des grands monastères. On n'a pas des sources de la pratique qui seraient, par exemple, vous évoquiez les baux ou ce que les notaires ont pu faire. Donc, il faut aller traquer dans les chroniques, il faut aller traquer dans les sources juridiques, avec tous ces biais que l'on connaît, notamment sur les sources juridiques.
Quand on répète qu'il ne faut pas être ami avec un chrétien et quand on le répète 3 fois, dans des fatwas qui se succèdent sur quelques mois, ça veut dire que la pratique témoigne de l'inverse. Et ça veut dire que précisément, c'est une autre société qui est organisée que celle que nous donnent à voir les sources juridiques. D'où évidemment les contresens d'un certain nombre de gens qui vont extraire un bout de texte en disant « Regardez, vous voyez bien qu'il est interdit que toute forme de tolérance n'existe pas ou toute forme de coexistence n'existe pas parce que c'est interdit par un texte. » Sauf qu'évidemment, c'est bien que entre la norme et la vie sociale, il y a un écart évidemment qui n'est pas toujours lisible. Mais je crois que c'est la différence entre les polémistes et les historiens, c'est-à-dire que les historiens font attention aux sources, prennent des précautions, et les polémistes qui généralement ont une thèse, ils sont à charge et ils vont ensuite chercher des lambeaux de texte, des morceaux de texte. Et c'est ça qui est très étonnant, parce que Séraphin van Roel, qui est quand même quelqu'un qui est proche des textes et de la littérature, va effectivement puiser sans jamais remettre en contexte un texte. Et c'est en ça, précisément, qu'il n'est pas historien. Et sur certains textes, on peut leur faire dire tout et son contraire. C'est là où c'est compliqué. Les sources que j'évoque et qui disent qu'il ne faut pas être ami avec un chrétien. Ou par exemple, il y a une source du tout début du XIIe siècle. C'est un responsable de la police des marchés qui déroule dans de très nombreux articles à Séville. Donc c'est un lettré musulman. Tout ce qu'il ne faut pas faire. Il dit par exemple qu'il ne faut pas vendre de livres aux chrétiens parce qu'après ils s'en attribuent la paternité. Mais 2 minutes avant, il a dit qu'il fallait se méfier des jeunes gens qui avaient les cheveux longs, ce qui est assez rigolo. Ou qu'il fallait attendre qu'un ivrogne ait dessoulé avant de le battre avec un bâton. Et que donc c'est pas du tout exclusivement une réglementation sur la coexistence avec les chrétiens. C'est un petit paragraphe tout au long d'un traité qui explique qu'il faut vérifier aussi si les poids n'ont pas été biaisés sur le marché ou qu'il ne faut pas ou qu'il faut regarder si les lapins ne sont pas viciés en regardant leurs croupions. Donc, si vous voulez, on peut aller exclusivement chercher ces quelques phrases sur les chrétiens, mais on rend pas du tout justice à un texte. Du coup, ça oblige à faire attention en historien, en historienne au vocabulaire. Et vous le faites en montrant qu'il y a un certain nombre de termes qui sont devenus d'usage relativement courant, comme celui de tolérance, celui de convivencia, qui a eu un grand succès, ou encore celui de reconquista, qu'il faut mettre à distance et parfois proposer des alternatives. Alors, pourquoi ces termes, on gagne finalement à les déplacer un petit peu ou à les mettre à distance ? En tout cas, il faut avoir conscience qu'ils sont parfois forgés bien plus tard, mais ça n'empêchait pas Le Goff de parler des intellectuels au Moyen-Âge. Ce n'est pas un problème, mais il faut en avoir conscience. Et celui qui fait polémique, notamment en ce moment, c'est celui de Reconquista, qu'on retrouve d'ailleurs chez Éric Zemmour. Reconquête, c'est pas du tout anodin comme terme. C'est une allusion à la Reconquista qui est ce moment de l'histoire de l'Espagne chrétienne où on reconquiert des terres sur Al-Andalus et donc sur l'espace islamique. Alors j'ai un certain nombre de collègues, et notamment espagnols, comme Alejandro García San Juan, qui récusent totalement ce terme de Reconquista en disant que pour reconquérir des terres, il aurait fallu les posséder avant. Or, la monarchie castillane, pas plus que la monarchie aragonaise, on va dire, à partir du XIIe siècle, ne sont les régimes politiques qui ont perdu en 711 contre les Arabes ces terres, puisqu'il s'agissait alors de l'Hispania visigothique. Et que du coup, ce n'est pas une reconquête, c'est une conquête. Et ce collègue espagnol, à juste titre d'ailleurs, dit qu'il faut plutôt parler de conquête féodale, parce qu'il y a un projet social, sociétal, politique, religieux, qui est celui par la Castille et l'Aragon de la conquête de ces terres. Alors d'autres historiens sont un tout petit peu plus nuancés en disant que le projet idéologique de la monarchie castillane et aragonaise au XIIe et XIIIe siècle et les bases, les fondations de leur légitimité politique, c'est l'idée de reconquérir ce qui a été auparavant chrétien. Donc c'est pas complètement faux. Mais en tout cas, le terme de reconquista est forgé au XIXe siècle. Quand on en est conscient et qu'on le dit, ça n'a pas la même charge, évidemment, que quand on l'utilise à tort et à travers.
Avant cette Reconquista, il y a donc une histoire islamique de la péninsule ibérique et une histoire que vous repériodisez ou dont vous complexifiez la périodisation. On a parfois une vision peut-être un peu binaire avec une période de faste, le faste du califat omeyyade et des splendeurs d'Al-Andalus et du brio de la cour et de la pensée. Et puis une période de dégradation très brutale, au XIIe siècle en particulier, avec les Almoravides et les Almohades. Et vous montrez qu'entre les deux, il y a des transitions politiques, et en particulier ce que vous appelez le beau XIe siècle. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui se passe entre ces deux moments, un peu ces deux pôles extrêmes qui caractérisent l'histoire d'Al-Andalus? Qu'est-ce que vous faites émerger au XIe siècle et comment ça s'organise? Alors là aussi, on est prisonnier de construction historiographique et notamment qui consistait à faire de la domination du califat omeyyade. Donc les Omeyyades sont à la manœuvre. Ils sont califes en Orient lorsque Al-Andalus est conquise en 711, mais ils sont renversés en 750 en Orient et c'est l'avènement de la dynastie abbasside. Et il y a un prince omeyyade qui vient se réfugier en Al-Andalus en 756 et qui crée l'émirat omeyyade de Cordoue. Et cette histoire se poursuit longuement puisque son descendant en 929 proclame le califat. Le califat, c'est pas rien, hein, c'est une magistrature universelle. Et au Xe siècle, il y a 3 califats rivaux. Donc les Omeyyades jamais n'ont été une dynastie quelconque ou une dynastie régionale. Il y a une prétention à exercer un pouvoir universel. D'où aussi la volonté d'en faire un âge d'or d'Al-Andalus. Mais c'est une histoire qui n'est ni plus ni moins glorieuse que celle des XIIe et XIIIe siècles. Et le télescopage historiographique ou la dimension téléologique qui consiste à dire qu'à partir du moment où Al-Andalus perd des terres, alors c'est qu'elle est en danger et alors cette histoire est forcément moins glorieuse. C'est une construction qui est là aussi c'est une construction qui est relativement récente et il faut pas oublier que par exemple Averroès, qui est le sommet peut-être de la philosophie islamique, voire peut-être de la philosophie médiévale à l'échelle de toutes les terres du Moyen-Âge, et peut-être avec Maïmonide d'ailleurs, un 2 andalous, c'est à la fin du XIIe siècle. Et l'idée que à partir du moment où les Berbères arrivent, c'est la fin de l'histoire glorieuse d'Al-Andalus, là aussi c'est une construction complètement aberrante. Hein. Il y a Averroès, mais il y a aussi la Giralda de Séville, hein, qui est le minaret de la grande mosquée almohade, qui fait penser à la Koutoubia de Marrakech. C'est un temps magnifique. Et que dire des XIVe et XVe siècles, hein, l'Alhambra. Alors si c'est un moment exclusivement de décadence que l'histoire du sultanat nasride de Grenade entre 1232 et 1492, alors vraiment bon. Donc là aussi, l'idée qu'il puisse y avoir des périodes plus glorieuses que d'autres, c'est aussi un processus qui est à l'œuvre. C'est un processus historiographique qui date des 19e et 20e siècles. Mais alors du coup, s'il n'y a pas de période plus glorieuse que d'autres, comment on parle d'un beau XIe siècle? Alors, oui, vous avez complètement raison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de période plus glorieuse que d'autres, mais il y a des moments qui ont été particulièrement stigmatisés, considérés comme une transition, et que, en fait, avant le XIe siècle, c'était le temps d'une toute-puissance d'Al-Andalus, au temps du califat. Et c'est vrai qu'il y a une puissance à l'échelle même de la totalité de l'Occident, hein, puisque on ne parle pas d'Europe pour cette période, mais il ne faut jamais oublier que le califat de Cordoue, c'est l'État le plus puissant du Xe siècle à l'échelle de tout l'Occident. Aucun des États post-carolingiens n'a la puissance de Cordoue. Il ne faut pas oublier que Cordoue, c'est peut-être 250 000 habitants au Xe siècle, hein, quand Paris, c'est 10 000. Donc oui, il y a de fait une puissance. À ce moment-là, le califat draine aussi l'or qui vient d'Afrique. Donc assez clairement, il y a une puissance. Mais il y a à nouveau une puissance au XIIe siècle avec l'arrivée des Berbères. Et de ce fait, le XIe siècle est considéré comme un temps de recul, qui est un temps de transition, qui est un temps où la Reconquista, précisément la reconquête féodale castillane et aragonaise, remporte ses premiers succès. Mais là aussi, on est les héritiers d'une vision de l'histoire qui naît au XIXe siècle et qui considère que quand l'Europe avance, l'islam recule, et vice-versa. Donc pour faire débuter le grand essor de l'Occident en Méditerranée, en péninsule ibérique, avec les croisades en Méditerranée orientale à la fin du XIe siècle, il faut forcément que l'islam recule. Et c'est un peu plus compliqué.
C'est plus compliqué, notamment parce que, vous le montrez, au XIe siècle, il y a l'émergence de plusieurs principautés, les taïfas. Et ces principautés, là aussi, il faudrait dépasser le paradoxe apparent qui consisterait à dire, fragmentation politique égale décadence. Parce qu'en fait, vous montrez que cette fragmentation politique, elle n'empêche pas du tout ces gens de développer des cours très brillantes avec plein de savants qui circulent, qui échangent, etc. Un peu à la manière des cités italiennes du Quattrocento, hein, c'est-à-dire que on est dans un monde fragmenté, ou même des cités grecques, on est dans un monde fragmenté, mais pour autant, la fragmentation, ça ne veut pas du tout dire que c'est réduit à l'état de décadence ou de déclin intellectuel. Oui, tout à fait, mais pas non plus d'état de décadence ou de déclin politique, hein. C'est-à-dire que le califat omeyyade de Cordoue sombre entre 1009 et 1031 au cours d'une guerre civile qu'on appelle en arabe une fitna. Et sur ces décombres s'érigent effectivement ces principautés, les taïfas, les Mouloukat Tawaïf, c'est-à-dire les royaumes nés de la partition. Les plus importantes de ces principautés sont Séville, Tolède, Badajoz, Grenade, etc. Et elles sont en concurrence d'un point de vue politique, d'un point de vue de la légitimité, d'un point de vue aussi de... Chacune veut refaire à son profit l'unité andalouse de la péninsule. Et elles ont quand même le très grand tort de faire entrer les loups dans la bergerie, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de soldats en un temps où on recrute des mercenaires en dehors d'Al-Andalus. Donc on va les recruter au nord, Castille, Aragon, et on va les recruter du côté des Berbères. Mais c'était déjà le cas, ça, au temps du califat de Cordoue. Et ces soldats vont venir finalement dans le cœur andalou se rendre compte de la fragilité. Et progressivement, les guerres intestines que se mènent ces petites principautés va les affaiblir. Mais sinon, et ça, l'archéologie nous est d'un précieux recours, la prospérité de cette période, l'importance de la vie intellectuelle qui est très clairement affirmée, parce que c'est la moisson peut-être la plus féconde de toute l'histoire andalouse, hein. On a peut-être le plus grand de tous les auteurs andalous, qui est le grand polygraphe cordouan Ibn Hazm. C'est le temps du géographe Al-Bakri, c'est le temps d'Al-Zarqali, Azarkiel des Latins, et puis de très très nombreux poètes. Donc il y a à la fois une très très grande vie intellectuelle, parce que effectivement, comme les cités italiennes du Quattrocento, c'est une façon de rivaliser par la culture entre ces cours. Il y a aussi l'édification de très beaux palais, comme celui de Saragosse. On retrouve beaucoup de monnaie. C'est une période prospère. Et donc, oui, il y a un beau XIe siècle. Alors, ça m'a beaucoup intéressé, ce chapitre 5 que vous y consacrez, notamment du point de vue des transitions politiques, parce que vous dites que le califat n'existe plus, mais finalement, ces multiples pouvoirs fragmentés, ils sont encore dans son ombre, ils sont encore dans son empreinte, parce que pour exister, il faut réutiliser finalement un langage politique qui a été élaboré à cette époque. Alors, ça m'a fait beaucoup penser à un peu d'autres moments de transition. On peut penser à la fin de l'Empire romain d'Occident, et finalement, tous les rois barbares qui continuent à se dire consuls romains, alors qu'ils ne le sont plus, mais que c'est la source de légitimité qui reste. On peut penser aux successeurs d'Alexandre le Grand, qui vont encore faire des monnaies à son effigie encore 10 ans, 15 ans après sa mort. Là, on a vraiment une forme de transition politique où l'empire n'existe plus en tant que tel, mais l'idée impériale, elle reste finalement incontournable pour les acteurs. Absolument. Et très souvent, l'Empire est décrit au moment où il disparaît, où il est fragile, mais pas au moment où il se constitue. Alors c'est toute la notion ambiguë, à mon avis, en histoire, et qui est celle de la légitimité. Moi, j'ai l'impression qu'au Moyen-Âge, très souvent, la légitimité, c'est celui qui a l'épée, hein. Les hommes de lettres, les hommes de religion peuvent bien se donner une importance en écrivant la légitimité. Mais dans les faits, ils l'écrivent soit après, soit ce sont des écrivains engagés au sens propre du terme. Et la légitimité du califat, elle est essentiellement... Alors ça, c'est tout l'ouvrage de Gabriel Martinez-Gros sur l'idéologie omeyyade. Vous aviez cité le nom de cet historien essentiel pour l'histoire d'Al-Andalus au début. L'idéologie omeyyade, elle est forgée au Xe et au XIe siècle, et notamment au XIe siècle, quand le califat n'existe plus. Ces royaumes à la fois urbains, brillants, il y a un paradoxe, parce que ce brio ne les empêche pas d'être progressivement mis sous tutelle, de devoir payer des tributs à leurs voisins chrétiens, de devoir avoir des problèmes de recrutement militaire, etc. Et donc vous écrivez à un moment une phrase qui peut être surprenante: puissance et vulnérabilité peuvent aller de pair. Alors comment comprendre cette situation un peu incertaine de ces pouvoirs du XIe siècle ?
Alors, c'est peut-être ce qui, pour moi, a été le plus difficile à rendre, parce que c'est vraiment pas évident. Mais dans la continuité d'une politique impériale, où on recrute des soldats aux marges, parce que on recrute dans les zones où il y a encore des populations, on va dire, qui fonctionnent sur un mode tribal ou bédouin. Donc, le califat a recruté des soldats au Maghreb et également des soldats dans le nord de l'Espagne. Étonnamment, quand on pense par exemple au Al-Mansour, au terrible Almanzor des chroniques espagnoles qui incendie Saint-Jacques-de-Compostelle, qui a incendie Barcelone à la toute fin du Xe siècle, eh bien, quand il détruit Saint-Jacques-de-Compostelle, la moitié de son armée est constituée de comtes chrétiens, et notamment de Galiciens. Donc, si vous voulez, les principautés andalouses ont poursuivi une politique impériale, une politique califale qui consiste parce qu'on est riche, à faire venir des soldats du dehors comme des mercenaires. La différence, c'est qu'il n'y avait plus la puissance et la possibilité de les contrebalancer avec d'autres groupes tribaux et d'autres groupes ethniques qui pouvaient contrebalancer au sein de l'armée de l'époque califale la puissance de tel ou tel groupe. Et donc, progressivement, ce sont les petites principautés chrétiennes, Castille, Aragon, qui sont pas grand-chose au XIe siècle, et qui vont à ce moment-là fournir, qui vont faire payer, qui vont monnayer très cher leur intervention ou leur non-intervention dans les conflits entre Andalous. Et on voit très bien un moment dans les années, on va dire, 1060, 1070, où avant Al-Andalus payait très cher des parentèles de guerriers pour venir se battre pour telle ou telle ville andalouse. Et ça va passer progressivement à des tribus qui sont demandées, qui sont exigées par la Castille et l'Aragon, pour prix, encore une fois, de leur neutralité ou de leur intervention. Et progressivement, même les plus puissantes des taïfas, par exemple Séville, par exemple Grenade, ne peuvent plus refuser de payer à la Castille ou à l'Aragon, ce qu'on appelle les parias et les tribus. Et alors là, on est sur un paradoxe absolument terrible, dont avait bien conscience Ibn Hazm, c'est que c'est l'or andalou qui finance la Reconquista. C'est-à-dire que ces tribus que payent les villes andalouses, on a une source exceptionnelle qui sont les mémoires de l'émir de Grenade, Abdallah ibn Ziri, et il explique précisément que l'argent qu'il paye à la Castille, ça permet d'avoir toujours plus d'hommes, toujours plus d'armures, toujours plus de chevaux. Ça donne également une puissance au roi de Castille qui lui permet d'exiger des tribus. Et donc là, il y a clairement au XIe siècle un renversement du pouvoir, du rapport de force. Avant ce renversement, vous montrez que dans la vie intellectuelle, qui fait l'objet de la dernière partie du livre, très très vivace de ce XIe siècle d'Al-Andalus, finalement, le fait que la pression guerrière soit pas encore trop forte permet une certaine liberté intellectuelle. Alors là, c'est peut-être aussi anachronique que de parler de tolérance, mais en tout cas, une certaine fluidité des catégories. On n'a pas quelque chose de trop rigide, et les conservateurs traditionnalistes n'ont pas la main, finalement, sur le savoir. Et vous prenez notamment l'exemple d'un personnage, le cadi Saïd de Tolède, qui classifie les savoirs d'une manière qui paraît très surprenante, parce qu'il ne fait pas de séparation stricte absolue entre ce qui relèverait du dogme, ce qui relèverait de la spéculation, ce qui relèverait de la révélation, ce qui relèverait de la philosophie, dirait-on aujourd'hui. Et on voit que c'est une période finalement où les savoirs peuvent circuler de manière relativement fluide. Oui, on pourrait presque dire, en caricaturant vraiment, qu'il y a une forme d'antiquité tardive, je dirais jusqu'au Xe ou jusqu'au XIe siècle, et où la cristallisation des identités religieuses n'est pas complètement parvenue à ses fins. Je reste persuadée, c'est évidemment totalement indémontrable, mais je pense que certaines populations au Xe siècle en Al-Andalus, disons au 9e, ne savaient pas parfaitement si elles étaient chrétiennes ou musulmanes. Et on voit chez certains de ces auteurs, alors on est au moment où le sunnisme malikite s'impose véritablement en Al-Andalus, mais on est avant aussi la pénétration de la réforme grégorienne, dans certaines zones, en tout cas le christianisme, ce qu'on appelle les mozarabes, c'est-à-dire les chrétiens d'Al-Andalus sont encore de rite wisigoth, de rite mozarabe, et donc on est dans un temps qui conçoit encore de façon universelle et califale le savoir. Et on n'est pas dans un temps de définition d'une identité exclusivement religieuse. Et par exemple, le cadi Saïd de Tolède, qui est un personnage
bon, qui reste dans l'ombre parce qu'on n'aura pas plus d'éléments sur lui, mais est tout à fait passionnant, hein. Il écrit en 1068 un petit livre qui est une histoire de la pensée intellectuelle de l'humanité, où il explique quelle nation, à quelle époque, a donné les plus grands savants. Et pour pouvoir comparer la totalité de l'humanité, il le fait sur le terrain de la philosophie et des mathématiques, ce qu'on appelle les sciences rationnelles, parce que ça lui permet de dérouler toute une histoire de ces disciplines depuis l'Antiquité jusqu'à sa propre époque. Et c'est là qu'on voit que, par exemple, les savants juifs de Tolède, de Saragosse, travaillaient avec les savants musulmans et avec les savants chrétiens. Et je trouve que, par exemple, les histoires de la pensée islamique ou les histoires de la philosophie juive cloisonnent des milieux, des groupes sociaux qui, en fait, évoluent ensemble dans un temps qui est encore celui d'une forme d'universalisme. Ça n'empêche pas qu'il est quadi, mais c'est aussi ce temps de transition, je trouve, tout à fait intéressant et qui est en Al-Andalus particulièrement important parce qu'il y a de grosses communautés juives, parce que dans le nord de la péninsule, on est au contact de l'Espagne chrétienne, on est dans des zones très fluides où les populations bougent beaucoup. On est à un moment qui fait que pour moi, le XIe siècle est tout à fait une transition essentielle dans cette histoire intellectuelle. Mais ça ne veut pas dire, pardon, que cet universalisme se referme à ce moment-là, puisque les grands philosophes d'Al-Andalus, on les voit au XIIe siècle. En quelle langue est-ce que tout ça circule? Vous accordez une grande importance évidemment aux sources arabes, mais si on paye des tributs à des royaumes chrétiens, s'il y a des mercenaires recrutés ailleurs, etc., on imagine qu'il y a des formes de contact ou de bilinguisme peut-être pour certaines populations? Certainement, mais on n'est pas renseigné sur les langues que pratiquaient les populations. Toutes ces sources sont exclusivement rédigées en arabe, y compris celles de la philosophie juive, du Cadi Saïd de Tolède, qui lui est musulman. Ce sont des sources arabes, très clairement. Mais les populations, évidemment, devaient communiquer. Alors quand je dis les populations, attention, c'est pas les chrétiens et les juifs et les musulmans à l'intérieur d'Al-Andalus, parce que là, très clairement, la langue, c'est l'arabe, la langue savante dans les villes, mais aussi certainement les langues du quotidien. Quand je dis les populations, c'est par exemple les savants de Tolède, les savants juifs de Tolède, avec leurs homologues de Barcelone ou d'ailleurs. Là, il y avait forcément des pratiques de multilinguisme. On le voit très bien jusqu'à l'époque moderne avec la lingua franca. Il y a des langues qui sont enrichies de multiples références. L'arabe, vous y insistez à plusieurs reprises dans le livre, c'est très important dans cette marge du monde islamique où affirmer l'arabité, affirmer un rapport très étroit à la langue arabe, à ses subtilités, écrire de la poésie dans l'arabe le plus pur possible, c'est finalement dire que même si on est à la marge, en Al-Andalus, on est quand même au centre. Oui, il y a une identité arabe qui peut surprendre parce que, par exemple, elle est plus importante que celle du Maghreb, notamment grâce à la présence des Omeyyades. On y cultive la poésie. On a un certain nombre de sources qui nous expliquent que les enfants apprenaient la langue à lire et à écrire dans la poésie avant de le faire dans le Coran. Et l'un des indices, je pense, les plus évidents de cette importance de l'arabe en Al-Andalus, c'est que des écrits des Andalous sont retrouvés en Orient, donc en Syrie, en Irak, où on lit les auteurs andalous. Donc on les considère comme faisant partie du même monde intellectuel. Je vais vous demander comment vous avez conçu l'écriture du livre, parce qu'il y a des choses qui sont atypiques pour un livre d'histoire. Il y a toute une série de passages où vous restituez en espagnol les débats historiographiques de l'Espagne que vous avez évoqués. Il y a d'autres passages où vous citez parfois sur une page et demie, 2 pages, des auteurs médiévaux, là encore, ce qui est relativement rare, des longues citations comme ça. Et puis, les parties sont assez différentes, avec une partie très historiographique, une partie très politique, une partie très culturelle. Est-ce que ça a toujours été cet agencement-là, et est-ce que les choix d'écriture, voilà, vous les avez pensés dès le départ de ce projet? Alors, les parties en espagnol, elles ont été traduites entre les épreuves et la version finale. Bon. Donc, voilà. Oui, je voulais un livre qui se consacre à la culture et notamment à la culture littéraire d'Al-Andalus restitue aussi la beauté de cette... alors, dans des traductions qui sont faites par
pas par moi, hein, par des auteurs comme par exemple Brigitte Foulon ou par les grands orientalistes du 19e siècle. Je pense qu'il était important de restituer aussi la beauté littéraire de ces textes. Et donc, oui, beaucoup plus que dans d'autres livres d'histoire, il y a une part importante qui est consacrée aux citations, parfois sur plusieurs pages, des fois pour montrer que le récit d'une bataille est un morceau de bravoure littéraire, et puis pour faire exister le texte sur plusieurs paragraphes et pas précisément pour pas le tronquer et pour restituer à leurs auteurs aussi leur dimension. C'est pas simplement des sources historiques dans lesquelles on va puiser des données, ce sont aussi des auteurs et parfois de très grands littéraires, de très grands écrivains. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Savoir et pouvoir en Al-Andalus au XIe siècle. Est-ce que, pour terminer, il y aurait un conseil de lecture que vous voudriez partager ? Alors moi, j'ai beaucoup aimé une bande dessinée qui s'appelle La Bibliomule de Cordoue. Alors par Wilfried Lupano. Voilà, on mettra les références sur le site. Qui est absolument merveilleuse parce que elle évoque ce moment tout à fait clé de la fin du Xe siècle, quand la grande bibliothèque d'Al-Hakam II, le dernier vrai calife omeyyade, est expurgée par Al-Mansour. On dit que cette bibliothèque faisait 400 000 ouvrages à l'époque où les grands monastères carolingiens en avaient plusieurs centaines au maximum. Et c'est une bande dessinée qui est absolument, je trouve particulièrement intelligente et qui restitue très bien cette histoire compliquée, qui n'est pas une histoire ethnique, qui n'est pas une histoire religieuse, qui est une histoire culturelle, qui est celle d'Al-Andalus. Je voulais vous demander, je ne sais pas si vous allez le conseiller ou peut-être conseiller de ne pas le voir ou de le voir avec beaucoup de précautions, ce qu'il faut penser du film, moi que j'avais vu à sa sortie en 1997, de Youssef Chahine, qui évoque la vie d'Averroès, le destin, qui est une évocation d'Al-Andalus, avec beaucoup d'éléments repris de cette construction sur ce moment très particulier où règne le savoir, la tolérance jusqu'à un certain moment et les choses se referment. Qu'est-ce qu'on peut penser de ce film ? C'est complètement anachronique, mais rien que pour ça, c'est vachement bien. Oui, il y a énormément d'approximations, c'est tout à fait anachronique. Il y a beaucoup de clichés on oublie toujours qu'Averroès est un théologien, c'est aussi un homme de religion. Et il faut rendre compte du contexte almohade, qui est un contexte très particulier. Mais c'est un film magnifique et évidemment, il faut le conseiller. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.